Mon boss est pas content, j'espère que c'est important. Nous Et n'assumons toujours. pas la responsabilité, ceci n'est pas un conseil en carrière professionnelle, d'écouter CM pendant le travail, même si, bon, on sait que certains d'entre vous ont une petite oreillette pendant le boulot. J'avoue, c'est ça le D'ailleurs, je mieux à salue, faire. il y a quelqu'un sur un commentaire YouTube qui disait qu'il regardait l'émission, enfin, qu'il écoutait l'émission en conduisant son camion, et il était probablement chauffeur routier, et on le salue, hein. Je trouve ça toujours sympa, les gens qui nous écoutent au format podcast. C'est ce que je fais aussi, hein, majoritairement, hein. J'écoute l'émission le matin en mode podcast pendant que je bosse. Entre ça et le x2, pour ceux qui arrivent à suivre en x2, franchement, ça permet de passer pas mal de contenu, quoi. Ok, on va rapidement passer sur l'analyse technique, puis on verra s'il y a un ou deux sujets en particulier qui se détachent là sur les dernières 24 heures, voire plus. Donc au niveau de l'AT, ben, ça fait 3 semaines qu'on latéralise ici, hein, autour des 1140, 1150 milliards. On est en train de faire un peu ce qu'on avait fait justement ici, quand on avait fait un petit paquet d'un mois autour de 165 milliards en avril 2019. En tout cas, j'espère, hein, puisque, bon, comme d'habitude, le passé ne présage pas du futur. En tout cas, par rapport à ce qui est en train de se dérouler ici, il n'y a toujours pas de signaux de faiblesse forte par rapport au marché crypto, mais quand même, il y a un petit essoufflement du côté des 28-29 et c'est normal puisqu'on a quand même fait un rallye où du côté du Bitcoin, on a fait un x2 et la plupart des altcoins ont aussi fait entre x2 et x3 pour les plus pertinents. Donc pour l'instant, quand on regarde du côté des alts aussi, ben, c'est un peu pareil. On est bloqué autour de 600 milliards. Si ça passe, on rajoute immédiatement 100 milliards, hein, à la balance des altcoins. Donc c'est la fameuse alt season qu'on attend tous, avec cette Bitcoin dominance qui était très haute et qui pour l'instant malheureusement ne nous donne pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Et malgré tout, quand on regarde au niveau des alts, puisque le leader à ce jour incontesté reste le baromètre des alts Ether, on a quand même un Ether qui est venu nous chercher un nouveau point haut au-dessus de 1900 $. On a un petit stop autour de 2000 ici qui correspond à ces deux bougies de l'été 2022 et également le début 2021. Ça avait commencé à être travaillé ici. Donc, on a une belle zone de polarité autour de 2000. Et si ça passe un peu avant ou un peu après Shanghai, puisque désormais on est à J-6 pour cette transition, cette mise à jour, qui va permettre de sortir les stakes, et ça, tu y reviendras, Marc, dans un instant, par rapport à ton post de ce matin, là, sur Shanghai et Ethereum et le narratif, on pourrait voir par la suite assez facilement, je pense, 2400 pour Ether et 2400 pour Ether et sur Bitcoin, on va dire 34, 35, 36. Ça serait vraiment pas mal pour le printemps déjà, je pense. Et c'est ce qui me ferait peut-être commencer à réfléchir à prendre des tout petits profits intermédiaires. Et bien que je me pose sérieusement la question parce que quand on a cet horizon de temps de 2025 pour potentiellement bénéficier à nouveau d'un cycle haussier, je ne sais pas si c'est super pertinent. Enfin, je me pose la question, en tout cas pour moi-même, de prendre ces petits profits en cours de route quand on a fait un x2. Mais la raison voudrait que, voilà, de toujours se mettre un petit coussin de côté. Donc, je ne sais pas si tu voulais, voilà, embrayer, rajouter un petit truc par rapport à Ether en particulier. Mais c'est vrai que le narratif en mode les gens vont un stake et tout vendre, ça a l'air de se dissiper et pas qu'un peu. Bah, ça se dissipe. Moi, franchement, je vous l'avais présenté dans l'émission, ce qui me semblait un scénario envisageable. D'ailleurs, c'est l'une des rares fois où j'avais dit Bitcoin allait surperformer Ethereum. Comme quoi, je pense que certains d'entre vous, les plus maximalistes, ont dû clipper et garder ça dans leurs archives. Ce que je pensais être un scénario, il s'était valorisé par la Bitcoin D, la Bitcoin dominance, donc le poids de Bitcoin en market cap sur l'ensemble du marché. C'est que on allait avoir une narrative FUD sur Ethereum, sur le fait de Shanghai, les withdrawals, est-ce que ça va arriver, est-ce que tout le monde va unstaker, tout le monde va vendre, etc. J'ai l'impression que ça a eu son petit effet, mais ça s'épuise. On est à 8 jours maintenant, ou 7 jours, non, 8 jours de Shanghai. Et bah, la panique n'a pas eu lieu. Les liquid staking derivatives ou tokens
tels que le ST-HET, le CB-HET, retournent tous très tranquillement sur leur PEG. C'est-à-dire le CB-HET était sous-collatéralisé par rapport, pas sous-collatéralisé, c'est un mauvais mot, en dessous de son indice de référence, et il est en train de assez fortement, près de 4%, et là on est descendu à 1,5% de discount, c'est-à-dire que le marché est en train d'anticiper la réussite de Shanghai et d'acheter sous le prix du marché primaire sur le marché secondaire ces liquid staking tokens afin de faire un profit vite fait, bien fait grâce à Shanghai que le marché anticipe comme étant une réussite. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que si les acteurs de marché sont prêts à s'exposer sur ces liquid staking tokens, c'est que en fait ils font un double trade. C'est-à-dire que première chose, ils s'exposent à Ethereum, puisqu'un liquid staking token, ça représente une part du staking d'Ethereum. Donc ils acceptent de s'exposer à Ethereum par rapport à s'exposer à autre chose avec leur dollar. Et deuxième chose, ils anticipent que Shanghai sera une réussite. Donc ça, c'est un double signe que le marché est plutôt favorable à cette mise à jour, en tout cas à des attentes plutôt positives là-dessus. Et c'est quand même relativement intéressant. Juste pour vous donner des faits, parce que c'est toujours bien de poser un petit peu les bases là-dessus, ce qui va se passer le jour de Shanghai, c'est pas grand-chose. Si vous êtes staker aujourd'hui, vous avez absolument rien à faire. Parce que sauf si vous faites partie des tout premiers qui ont staké manuellement dans la Beacon Chain pendant l'année 2020, là il va falloir, mais normalement vous êtes au courant parce que si vous étiez capable de staker à l'époque, c'est que vous êtes relativement technique. Là il va falloir mettre à jour vos adresses de withdraw et les faire en sorte que ce soit des adresses compatibles. Si vous avez staké dans les 2 dernières années, vous n'avez rien à faire, vos adresses sont déjà compatibles et vous pouvez le voir dans un outil qui s'appelle Beacon Chain, 2 secondes, je vais trouver le nom exact. Beacon Chain Explorer. Il y a une application aussi, mais faites attention. Voilà, c'est Beacon Chain et en fait c'est beaconcha.in. Et donc dans Beacon Chain, vous allez pouvoir trouver vos validateurs. Et si dans la withdrawal address, donc adresse de retraite, vous voyez 0x01, c'est que vous n'avez rien à faire. Les retraits de récompenses vont être automatisés. Ça se passe 16 withdraw de récompenses par bloc. Et du coup, c'est distribué, airdroppé directement à votre adresse si vous êtes staker. Si vous n'êtes pas staker, ne vous attendez pas à un airdrop. Si vous voyez sur les réseaux sociaux, vous allez avoir un airdrop avec Shanghai, des terres tout frais, vous êtes en train de vous faire arnaquer. Ça ne concerne bien évidemment que les stakers et ça ne concerne bien évidemment que les rewards du travail des stakers qui ont staké au cours des derniers mois ou des dernières années. Et cet argent va directement sur votre compte Ethereum, sur votre adresse en Ethereum. Et donc ça se fait automatiquement, vous n'avez absolument rien à faire. Ça tombera directement sur votre compte. Yes, il y avait une question de Eddie. Si entre 800 et 1000 dollars, c'est l'achat d'une vie, entre 1000 et 1300, est-ce la même chose? Ben, approximativement à quelques centaines de dollars près, j'ai envie de dire que oui. C'est surtout toi, par rapport à ton horizon de temps, quel temps tu t'es fixé et quelle performance tu te fixes derrière. Mais si on part du principe que 15 500 était le bottom pour Bitcoin et donc 880 pour Ether également, ça fera pas une énorme différence au long terme si tu fais de l'investissement pour quelques années. Donc le truc à prendre en considération aussi et auquel peu de gens pensent actuellement, on va peut-être passer en mensuel, c'est que pour Ether, on n'en est que au deuxième grand cycle là sur le bull run précédent, donc on en sera au troisième. Or Bitcoin, quand on regarde au niveau du BLX, il a déjà fait 3 grands cycles. Ce qui fait que théoriquement toujours, je ne peux pas totalement m'avancer là-dessus, on a un potentiel qui est plus fort en termes haussiers du fait que l'actif est encore un peu plus jeune et moins capitalisé, bien qu'il le soit déjà pas mal par rapport au réseau Ether, Ethereum. Donc
personnellement, enfin voilà, que tu l'aies acheté à 800, 1000 ou 1003, si tu pars du principe, et là, voilà, j'ai des fibos qui sont affichés à l'écran, mais si tu pars du principe qu'en l'ayant acheté autour de 1000, 1200 dollars, plus tard, ne serait-ce qu'on refranchira la TH des 4850, allez, on va prendre un prix de revient même à 1004, c'est-à-dire l'ancienne ATH. Juste pour revenir à 4850, tu fais 250%. Et le premier stop, qui est le 1,61,8 de Fibo, toujours en prenant à partir de 1004, hein, donc potentiellement tu as acheté avant, il est à 7300 dollars et on fait 420%. Donc en gros, l'asymétrie en termes de gestion du risque pour quelqu'un qui a acheté autour de 1000 dollars ici, elle va être d'un potentiel de gain on va dire, entre au minima 200-300% pour revoir l'ATH. Le premier stop qui, je l'espère, sera dépassé plus tard, on est à plus de 500%. Et dès qu'on vient frétiller avec les 10 000, voire plus, dollars, pour un Ether, on n'est pas loin de 1000% de performance. Et derrière, la perte potentielle, si toujours tu as acheté autour de 1000 dollars, elle serait dans un premier temps autour du point bas, c'est-à-dire moins 22% si on revoit 880. Et la perte maximale, ça serait qu'un jour, on a un drame absolu de marché et tu peux perdre à peu près 68% à partir de la zone d'entrée pour revenir autour de 350 à 400 dollars. Donc, à ce jour, tu as une asymétrie où s'il y a un signe noir de marché absolu, que le Bitcoin va à 10 000 et que Ether va à 400 balles, tu peux perdre 65% sur ton investissement. C'est pour moi le max du max sur lequel on puisse se projeter. Et le minimum serait une vingtaine de C'est le pourcents. max crédible. Après, en Oui, réalité, tu peux tout perdre. Et ça, c'est très exactement, c'est important. vrai. Sur les marchés, on peut repartir tout nu. Hein. Oui. Faites attention à vous. Donc là, en termes de gestion du risque et d'asymétrie, même pour un investisseur, voilà, si tu raisonnes pragmatiquement, tu as une asymétrie positive qui est quand même assez intéressante par rapport à la zone où nous nous trouvons. Mais tu fais bien, Marc, de le rappeler que ça n'est pas garanti, bien Voilà. évidemment. Sinon, on serait tous Disons qu'il y riches. a... Exactement, il y a des scénarios qui sont crédibles, mais malheureusement, les marchés financiers, ils sont pas parfaitement efficients et que parfois, peut y avoir une erreur critique sur Ethereum qui donne la valeur à zéro. Cette probabilité que ça arrive, elle est très très faible. Pour moi, je la considère tellement proche de zéro que dans ma stratégie d'investissement, je sais que ça existe, donc j'en prends compte, mais ça n'a pas un poids énorme. Mais attention, sur tout marché financier, vous pouvez perdre tout votre argent. C'est normal. Ouais, c'est clair. Donc après, est-ce que je suis prêt? Ben, tout bonnement, si on prend par l'autre bout du fil le raisonnement, est-ce que je suis prêt à perdre 1000 pour gagner potentiellement plusieurs milliers? C'est à peu près ça le raisonnement. Si tu es rentré toujours sur un Ether autour de 1000, est-ce que tu te projettes sur un Ether à 5000 positivement, tout en ayant en tête que tu peux perdre potentiellement les 1000 que tu as mis sur la table, au max? Voilà. Et surtout, ça c'est très très important, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et chaque personne est différente et chaque personne est respectable dans sa stratégie d'investissement. Ce qui est valable dans ce qu'on dit, il faut bien avoir conscience que quand on dit des choses, on a certains biais d'investissement. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas un trader. Moi, je ne passe pas ma journée sur Binance, j'ai d'autres choses à foutre, à faire des leviers x10 et à jouer en 1 minute sur le chart. Je pense que CM, c'est pas la même chose aussi. Je pense que tu as mieux à foutre de ta vie aussi que de faire du scalping et du day trading. Ben, c'est surtout qu'on passe tous par cette petite étape euphorique de trading ultra court terme, gambling, levier et tout, puis on en revient tous très rapidement parce qu'on se rend compte que à la fois c'est chronophage, ça tape sur le système, il faut être toute la journée devant à attendre, ça rend les gens complètement fous. Et quand on voit les gens qui ont juste hold sur plusieurs années et qui surperforment tout le monde à la fin, il n'y a aucune forme d'intérêt, quoi, à part pour ceux qui y trouvent leur compte, et ça représente une minorité. C'est respectable et pour moi ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Je suis pas du tout en train de vous prendre de haut. Cette étape-là, je l'ai faite. Hein. Moi aussi, à l'époque ça s'appelait Poloniex, à l'époque ça s'appelait OKCoin, à l'époque voilà, c'était d'autres échanges que Binance puisque Binance n'existait pas. Mais j'ai fait les mêmes conneries hein. Et j'ai fait du ultra trading en 1 minute. Je me suis fait lessiver par le marché, j'ai gagné des sous et au final, c'est comme ça qu'on apprend. Nous, dans cette émission, on privilégie l'investissement.
C'est vraiment une émission, en tout cas c'est la manière dont je vois les choses depuis quelques années que j'y participe. C'est une émission d'analyse où on vous donne des faits objectifs sur les fondamentaux, on vous donne des éléments de tendance sur le chartisme grâce à l'expertise de CM, mais clairement notre time frame à nous, quand on vous présente cette émission, elle est plus longue. Donc moi, acheter de l'Ether à 800 balles, mes Ethers, de toute façon, je les considère comme les actifs qui appartiendront peut-être un jour à mes enfants et à mes petits-enfants. Je suis dans cette échelle de temps-là, je suis dans une échelle de temps d'une personne qui essaye de construire un patrimoine financier, développer un patrimoine financier et éventuellement transmettre ce patrimoine financier. Si vous êtes spéculateur à court terme, il est normal que certaines choses qu'on dise ne vous conviennent pas forcément. Et c'est tout à fait respectable. Et il est important pour vous de faire la part des choses là-dessus. Ouais, et de bien faire attention tout le temps aussi, parce que sur Twitter, c'est une majorité qui vont mettre en avant des gains avec des plateformes à levier, vous dire ça y est, j'ai fait 300%, j'ai fait 500%, et qui, comme tu disais Marc, trade à très court terme, et ça représente mais une ultra minorité, et la plupart du temps, on ne voit passer que les gains et jamais les 10 pertes d'affilée, où la personne souvent va tout juste revenir à l'équilibre si elle est douée, voire légèrement en gain. Donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de santé mentale gaspillée, je pense, pour parfois un résultat qui est proche du Parion Sport ou du PMU en mode tout juste à l'équilibre, si on s'en sort bien, quoi. Je voulais revenir rapido sur, puisqu'on est totalement dans le sujet, sur les bouquins que vous me demandez régulièrement. Donc, on a tout sur l'économie, si je dis pas de bêtises. C'est le bouquin de Eureka, la chaîne YouTube. Excellent. Moi, c'est une grande recommandation. C'est Ouais. franchement, j'aurais aimé avoir ça plutôt que de perdre du temps à l'école sur certains sujets. Après, c'est quand même, c'est pas non plus la Bible et vous allez devenir un doctorant en économie après avoir lu ça. Mais clairement, je vous garantis que ce bouquin, et je l'ai recommandé et je le fais lire à tout le monde, je l'ai fait lire à Papa Zeller, qui a adoré aussi, vous donne des bases très solides sur l'économie et vous met à un niveau au-dessus de 99% des Français. Et bon, après, le niveau moyen des Français en économie et en finance est assez faible, donc c'est pas très dur à battre, mais c'est quand même un très très bon départ. Et moi, c'est un truc que je conseille en première lecture si vous vous intéressez à l'économie en général. On peut y adjoindre la mécanique de la machine économique de Ray Dalio en 30 minutes ici. Ça peut paraître assez complexe la première fois qu'on la regarde, mais en la regardant 2-3 fois à tête reposée. Ceux qui demandent sur le chat, c'est littéralement sur l'écran. Alors certains nous écoutent en mode podcast, donc on va le dire. C'est Tout sur l'économie de Gilles Mito, je crois que c'est son nom, et le youtubeur Eureka. Eureka avec un H. Voilà, et c'est aux éditions Payot, vous pouvez le trouver au format Kindle, moi je l'ai lu comme ça, vous pouvez le trouver très probablement dans n'importe quelle librairie proche de chez vous, si vous voulez soutenir un libraire indépendant, et c'est une claire recommandation, on gagne rien à vous en parler, mais c'est avec plaisir qu'on vous en parle. J'ai pas de lien Amazon, donc voilà, j'ai pas de lien référent à Amazon, puis de toute façon, c'est pas pour dire acheter forcément ces bouquins-là, c'est pour vous donner des pistes. Vous pouvez donc y adjoindre Mécanique de la machine économique de Ray Dalio en 30 minutes sur YouTube. Vous le trouverez toujours sur ce post Twitter. Donc, c'est une des vidéos à la fois les plus pertinentes, les plus complètes et les plus simples si on y passe un peu de temps à essayer de décortiquer le truc soi-même, puisque en première intention, rattraper des années d'éducation financière en 30 minutes, ça paraît un peu court, mais c'est quelque chose sur lequel on peut faire un petit travail. Après, il y a les précurseurs, ça, il y a des gens qui aiment, qui détestent Père riche, Père pauvre et tout, les trucs un peu dans ce style. Il y a les deux. Disons que c'est niveau très débutant. Oui. C'est surtout que voilà, vous n'allez pas y apprendre grand-chose, mais c'est un bon départ. Moi, je pense que ça fait quand même partie du starter pack. C'est pas inutile à lire, mais ça va pas changer votre vie. Et surtout, il parle de choses qui sont pas forcément... Enfin voilà, investir dans l'immobilier dans les années 80, oui, certes, c'était quelque chose d'hyper intéressant, mais c'est moins adaptable à l'Europe de l'Ouest dans les années 2020. Par contre, cette idée d'avoir un patrimoine, de le développer, d'épargner, d'investir, c'est quand même un mindset
qui est intéressant à s'exposer à ce mindset-là parce qu'il est très très loin de la majorité des gens. Malheureusement, les gens vivent, si on leur retire leur salaire pendant 2 mois, et bah, malheureusement, ils partent vivre sous un pont. Et c'est très important d'avoir ce mindset, d'essayer, et même si c'est difficile, on a tous nos difficultés, le pouvoir d'achat est pas ouf, d'essayer de construire une épargne, de développer cette épargne et de commencer à utiliser une partie de cette épargne pour commencer à investir. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. On a les 2 bouquins liés au Bitcoin qui, à mon sens, sont les plus intéressants à lire à ce jour avec Bitcoin, la monnaie acéphale de Jacques Favier et Adli Takal-Bataille. J'essaie de ne pas écorcher son nom. Donc, un des premiers bouquins qui était sorti, donc c'est via le CNRS. J'avais même pas vu que c'était CNRS d'ailleurs, très intéressant. Et un peu plus récent, on a chez Larousse, nos confrères de chez Cryptost, Bitcoin et autres crypto-monnaies qui vraiment est un basique qui vous permettra d'y voir bien plus clair. Tout est simplifié. Il y a des schémas, des petites infographies. C'est très, très cool pour le coup. Ensuite, il y a autre chose, c'est les mémoires de spéculateurs. Alors là, c'est un peu à cheval sur 2 captures, puisqu'il va y avoir à la fois l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, les mémoires de spéculateurs de type Jesse Livermore, comment gagner en bourse, comment j'ai gagné 2 millions de dollars en bourse avec Nicolas Darvas. Je ne sais plus si j'avais pas un Minervini aussi, je crois que je ne l'ai pas ici. Il y a Stan Weinstein avec Secret pour gagner en bourse, Les magiciens des marchés. Ça aussi, c'est un gros bouquin. Donc, la psychologie de l'argent qui a été traduit en français. C'est pour ça que des fois, j'ai des doubles. Et ensuite, on part sur quelque chose encore un peu différent avec petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc ça rejoint aussi un peu ne coupez pas la poire en deux sur tout ce qui est négociation, psychologie, toutes ces mécaniques quelque part, hein, un peu psychologiques. Et ça rejoint aussi quelque part aussi un peu ce que l'argent dit de vous. Alors ça, c'est un tout petit bouquin. C'est quelque chose qui peut potentiellement avoir un impact sur la façon dont vous percevez et l'argent et vos failles, vos petites failles psychologiques comme la peur de manquer. Si quand vous étiez enfant, vous étiez voilà, dans une famille modeste, vous pouvez à l'âge adulte avoir des biais comme ça psychologiques qui vont vous impacter très fortement sur votre manière d'investir ou de percevoir les entrées-sorties d'argent. Et c'est là que certains constatent aussi à cette occasion, parfois malheureusement, qu'ils ne sont pas du tout faits pour ça, puisque même en mettant 100 euros, dès qu'ils perdent moins 5, moins 10, ça les rend complètement malades. Et il y a des gens qui sont pas du tout câblés pour ce mode de fonctionnement. Donc c'est quelque chose aussi. Voilà. Et c'est aussi tout à fait respectable. Hein. Oui. On n'est pas là pour vous juger là-dessus. Ce qui est important, c'est d'avoir cette capacité d'introspection pour se dire est-ce que les marchés c'est fait pour moi ou pas. Et si vous vous rendez compte que vous êtes sur CoinGecko, CoinMarketCap, sur TradingView toute la journée et que ça vous bouffe le cerveau et que à chaque fois que vous avez perdu 5% sur votre portfolio, et croyez-moi dans les cryptos, c'est vraiment un jour normal de perdre 5% sur son portfolio. Parfois on perd 10, parfois on perd 15, parfois on perd 30% dans la journée. C'est peut-être pas fait pour vous et c'est pas grave. Et il n'y a pas de honte à ça. Et vous pouvez contribuer à l'écosystème d'une autre manière que spéculative. Vous pouvez aussi vous dire que les marchés, c'est pas fait pour vous et c'est tout à fait honnête et respectable. Il n'y a aucun problème à ça. Ouais, tout à fait d'accord avec toi et tu fais bien de souligner qu'il y a bien des manières de s'investir différemment que la spéculation, puisque là aussi, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens au début ou l'envie de mettre de l'argent. Donc, vous pouvez vous intéresser à un domaine sans immédiatement aller y mettre vos économies ou voilà, en partant un peu sans aucune connaissance au début, comme on l'a tous fait. Hein. C'est une erreur aussi qu'on a pour la plupart faite, de rentrer sans trop savoir ce qu'on fait au départ. Et moi, je tiens à rajouter, alors il y a beaucoup de gens dans le chat qui ont demandé les titres des livres parce qu'ils nous écoutent en ce moment et donc ils n'ont pas accès à la vidéo, etc. Tout ça, en fait, on est en train de vous décrire un tweet qui a été posté ce matin par CM.
Donc vous pouvez aller sur le Twitter un petit peu après l'émission de Cryptomatrix et vous retrouverez le tweet où il y a l'étagère avec les livres qui sont faciles à trouver. Et je pense que vous pourrez faire vos propres recherches et choisir ce qui vous plaît ou pas dans cette liste. Nous, on ne gagne rien à vous présenter cette liste. C'est vraiment une recommandation. Il n'y a pas de lien d'affiliation. Il n'y a pas de, on n'est pas payé pour vous en parler. C'est des recommandations. Si nos deux chers députés passent par là. Voilà, exactement. Ne nous mettez pas en prison, hein, Monsieur Vogetta et Monsieur Delaporte. Là, a priori, on respecte la loi, hein, chers amis. Et, donc, on vous conseille aussi de lire les livres, hein, les députés, hein, ça vous fera du bien. Hein. Je pense que ça peut vous aider dans votre réflexion sur les projets de loi. Et donc après, bon, il y a un ou deux un peu hors sujet avec comment vaincre la chance. C'était un peu autour des paris sportifs. J'ai trouvé ça plutôt sympa, mais pas forcément super pertinent. Toujours en hors sujet, L'homme le plus riche de Babylone, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Un très bon livre aussi, mais qui sort un peu des sentiers battus. Donc ça, voilà, c'est un peu des annexes, on va dire. Et je termine le meilleur pour la fin avec les deux, comment on pourrait dire, les bibles de l'analyse technique. Donc on a François Baron, deuxième édition, Le chartisme aux éditions Erol. Donc c'est un bouquin qui s'ouvre sur le côté, enfin un peu en portefeuille, et sur lequel vous retrouverez absolument tout ce que vous voulez sur le chartisme, et également qui est considéré comme une des deux références. L'analyse technique, on en est à la 6e ou 7e édition. J'ai regardé hier, je me souviens plus, sur Amazon. On était à 35 € pour celle-là. C'est Thierry Béchu, Éric Bertrand et Julien Nebenzal qui ont fourni ce travail, mais essentiellement c'est Thierry Béchu. Donc Thierry Béchu, l'analyse technique, avec le second qui est François Baron, le chartisme. Et avec ces deux-là, à 2 fois 35 €, vous pouvez esquiver, si vous avez la volonté et on va dire la patience d'essayer d'appliquer un peu ce qui est dit là-dedans. Donc vraiment pour littéralement 70 € et pas 500, 1000, 2000, 5000 d'une YOLO formation. En sortant de là, vous saurez à peu près tout sur le chartisme. Tout ce qui vous manquera, c'est de l'expérience, qui peut être aussi un peu apprise au travers des bouquins de mémoire de spéculateurs, mais rien ne vaudra la confrontation de vous et vous-même face à votre écran et vos investissements. Et ça, il n'y a que le temps qui puisse faire son œuvre. Parfaitement d'accord avec ça et j'insiste là-dessus. Les gens qui vous vendent des formations, on le fait pas hein, sur cette chaîne, hein, bien sûr, mais qui vous vendent des formations à 500 €, des groupes privés à je sais pas combien d'euros par mois, etc. En fait, ils vous ressassent une version nulle de ces deux bouquins. Donc, allez acheter les bouquins, faites vos propres devoirs et n'allez pas gaspiller votre argent chez des charlatans qui qui vous donnent des cours de mauvaise qualité la plupart du temps. Il existe des formations de qualité, hein, bien sûr, mais en réalité, si vous avez lu ces deux bouquins, vous les avez compris et que vous avez fait un petit peu de paper trading, c'est-à-dire même pas besoin de mettre d'argent sur les marchés, mais juste avec un tableau Excel, essayer de prendre des positions, de dessiner sur vos propres charts sur TradingView et d'apprendre par vous-même là-dessus, vous aurez un paquet pour démarrer qui sera bien solide et probablement plus qualitatif que ce que vous pouvez apprendre chez la plupart des gens. Et globalement, il faut aussi partir du principe, si toutefois vous souhaitez vous diriger vers un contenu éducatif, une formation ou peu importe, parce que comme tu as dit, il y en a quand même peut-être 2-3 en francophone qui se tiennent et qui valent peut-être le détour pour quelques dizaines ou quelques centaines d'euros d'être vus. Et là, personnellement, j'en ai jamais pris, donc je pourrais pas du tout dire s'il y en a une qui sort du lot ou quoi que ce soit, mais ça va être plutôt la détermination et la motivation de la personne à aller jusqu'au bout, puisque pour avoir discuté avec une ou deux fois des personnes comme ça qui proposent des contenus éducatifs, il y a un bon 70-80% de gens qui prennent la formation pour quelque part, je sais pas, se rassurer, se faire tenir la main ou quoi, et qui ne vont même pas jusqu'au bout. Et pire encore, il y a 50 ou 60 qui dépassent même pas les 10-15% quand on peut le mesurer des
modules qui sont proposés dans certaines formations avec des dizaines de modules. Donc, plutôt que parfois de se dire avec ça, je vais devenir le nouveau loup de Wall Street du jour au lendemain, il vaut mieux mettre 500 balles, même complètement au pif, sur le premier truc dans lequel vous vouliez investir de votre côté, plutôt que de se dire, OK, je mets 500 pour me rassurer ou pour les mauvaises raisons dans une formation et que derrière, ça ne vous apporte finalement pas grand-chose. Donc ça aussi, pour moi, c'est un cheminement à faire en amont. Après, quelqu'un qui met 100, 200, 500 balles dans une formation qui en est pas content, la plupart du temps, il propose des refonds et tout ça. Donc, ça en soi, c'est pas dramatique non plus. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Mais bon, moi, je pars du principe que les bouquins aussi, ça peut être cette fameuse introspection où on fait le travail nous-mêmes et on est seul face à notre truc. Ça peut être un moment assez intéressant et c'est peut-être aussi le côté un peu humain qui manque au livre, que certains retrouvent dans les communautés pour pouvoir échanger par la suite entre eux. Et ça, je suis d'accord, quand il y a des groupes avec des Discords comme le nôtre, 5 000, 10 000, 20 000 personnes qui se répondent les unes les unes entre les autres pour quand il y a des questionnements ou des trucs, ça, c'est clair que c'est une véritable plus-value et je dirais jamais le contraire. Le côté communautaire est extrêmement important. Si tu me le permets, je fais 2 recommandations supplémentaires dans les bouquins à lire que j'ai pas vu dans ta bibliothèque, mais qui seraient peut-être intéressants. Le premier, c'est une BD. Donc pour ceux qui ont la flemme d'aller lire un vrai livre, etc., il n'y a pas de honte à ça. Hein. On a tous nos préférences et c'est vrai que on lit de moins en moins, nous les Français, enfin les francophones, il n'y a pas de Français qui écoutent l'émission, bien sûr, excusez-moi, c'est pour ce dérapage. Le premier, ce sera Economics. Je l'ai aussi. Partage l'écran peut-être pour ceux qui voient, je sais pas, tu peux le trouver sur Amazon ou un truc comme ça. Je vais essayer de le trouver. Après, soutenez un libraire indépendant si vous pouvez, près de chez vous. Ce sera le même prix, hein, parce qu'en France, les livres sont tous au même prix. Et c'est toujours sympa de soutenir un libraire. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous habitez très loin d'une librairie, on va pas vous juger parce que vous avez eu affaire avec un marchand qui vous livre. Donc Economics, vraiment grosse recommandation pour ceux qui débutent et qui veulent avoir un peu une première vision de l'économie. C'est très facile à lire, c'est assez ludique, c'est une grosse BD, mais elle se lit rapidement et je ne peux que la recommander. Et deuxième recommandation, ça c'est un niveau un petit peu plus avancé, c'est un sacré pavé, mais c'est, je pense, voilà, donc c'est ce que vous voyez à l'écran, et mais je pense que c'est de haute qualité aussi. C'est David Graeber, La dette, 5000 ans d'histoire, sur l'histoire de la monnaie fiduciaire. C'est l'ouvrage de référence sur le sujet. Ça fait 800 pages. Vous allez en manger matin, midi et soir, mais ça se lit bien et c'est relativement facile et c'est un bouquin un peu académique. Mais grosse recommandation. Malheureusement, l'auteur nous a quittés récemment. Je crois qu'il est décédé il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Mais très très bon bouquin. Je ne sais pas si tu peux le trouver. La dette, 5000 ans d'histoire en français. Ouais, comme dit Consu, si vous avez un libraire en bas de chez vous, on va vous juger. Après, vous pouvez donner de l'argent à Jeff Bezos, hein, ça peut arriver aussi, hein, chacun est libre. Ouais, il est à 12,50 € sur Fnac et Amazon. TC qui dit comment ça une BD, c'est pas un vrai livre. Effectivement, hein, ça fait partie des livres, mais bon, je pense que vous voyez ce que je voulais dire. Clairement, en starter pack, si vous commencez, ça c'est ma recommandation personnelle, par Economics la BD, le bouquin de Gilles Miteau, Eureka, tout sur l'économie, et qu'en troisième, vous lisez le bouquin aux éditions Larousse de Cryptos, Bitcoin, je me souviens plus exactement du titre, mais vous l'aviez dans la précédente recommandation, vous avez un starter pack qui est vraiment très 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 bon. Et si vous faites l'effort de lire ces trois-là, c'est pas les plus compliqués à lire, c'est les plus accessibles, vous serez plus avancé que 99% des gens, clairement. Et ça, c'est une recommandation personnelle, c'est vraiment surtout excellent. Que mais c'est plus dur à lire. C'est un starter pack exceptionnel pour moins de 100 balles, tout cumulé pour les 3-4 bouquins. Donc voilà, on fait une émission littéraire maintenant. Ouais, j'avoue, ça a complètement dérivé, mais franchement, c'est super intéressant. Il y avait quelqu'un qui demandait les comptes Twitter par rapport à la bourse et au PEA. Ça, faudrait que je me penche un peu sur la question parce que j'en suis quelques-uns qui sont super intéressants.
et notamment celui qui me vient en tête comme ça, parce qu'à chaque fois, il a des analyses assez fines et il produit des dossiers et tout complet, donc il y a des heures, des dizaines d'heures de recherche derrière, c'est Tommy Douziek de Zone Bourse. Et jusqu'à présent, franchement, grosse qualité pour tout ce qui est PEA, Action française. Je crois qu'il n'est pas trop sur l'américain, mais PEA, Action française, Tommy Douziek de Zone Bourse. Et il y a aussi les vidéos toujours de Zone Bourse de Xavier Delmas, très très intéressant. Et après, voilà, hein, pour l'instant, faudrait que je repasse sur Twitter. Jiasek, je sais pas prononcer ton pseudo, je suis désolé, qui dit au pire, allez voir la bibliothèque du coin. Oui, si vous avez la chance de vivre dans une grande ville, que ce soit la capitale ou une grande ville de province, vous avez d'excellentes médiathèques, d'excellentes bibliothèques, allez les soutenir. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est en train de disparaître, ce port-là, et c'est une grande chance qu'on a encore dans les grandes métropoles, en tout cas dans l'Hexagone. Vous avez accès à plein de bouquins gratuitement, que vous pouvez emprunter gratuitement la plupart du temps, ou alors vous payez un tarif quasiment minime. Souvent, c'est bien entretenu et les gens qui bossent dedans sont toujours intéressés de voir des gens qui ont plus de 5 ans et qui sont pas en sortie scolaire, et moins de 70 ans qui sont pas juste en train de traîner là pendant leur retraite. Donc moi, je suis un grand adepte des bibliothèques. À chaque fois que je retourne dans la capitale française, je passe un petit bout de temps dans une médiathèque si j'ai le temps, et n'hésitez pas à y aller, hein, et prenez une carte et soutenez ces endroits-là tant que ça existe. Malheureusement, on vit une époque où ce genre de services publics disparaissent. Ouais. On pourrait, pour clôturer ce petit live sauvage, parler de cette info qui, pour l'instant, a l'air de passer inaperçue, mais c'est quand même un sacré bail. Si les utilisateurs de Apple et de Mac nous écoutent, il y a dans la dernière version Catalina, si je ne dis pas de bêtises, du Mac OS, le white paper du Bitcoin qui a été trouvé. C'est une découverte qui a été faite par Andy Bayo, ancien directeur technique de Kickstarter. Et donc, le document du white paper du Bitcoin est caché dans 100% des Mac qui sont migrés vers la dernière version de l'OS. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Marc, surtout qu'on avait Tim Cook, le nouveau PDG qui a succédé à Steve Jobs, qui était plutôt, en public en tout cas, assez réfractaire parfois à cette arrivée crypto, NFT, etc. Mais là, c'est quand même un truc assez extraordinaire. Je ne sais Moi, pas je à quelle pense fin. que très malheureusement, il y a un ingénieur qui va se faire virer très très vite, et que va y avoir une mise à jour très rapide de Apple pour corriger ça. C'est typiquement, en fait, la crypto, les NFT, c'est à 180 degrés de tout l'esprit d'Apple. Apple fait des bons produits, hein, des produits de qualité, mais le principe d'Apple, c'est qu'il crée des monopolies de fait, des monopoles de fait. Pardon pour mon anglicisme, c'est pas des jeux de société qui font des monopoles de fait, parce qu'ils créent des écosystèmes. Il y a un écosystème Apple. Quand vous avez un iPhone, c'est plutôt intéressant d'avoir un MacBook. Quand vous avez un MacBook, c'est toujours intéressant d'avoir des AirPods. Quand vous avez des AirPods, vous avez envie d'acheter un iPad, etc., etc. Et surtout, ils ont ce principe-là de verrouiller tout et tout contrôler. La crypto, c'est pas vraiment ce principe-là. C'est pas la décentralisation, le principe de décentralisation, Apple, etc. Et ils ont eu des positions publiques très anti-crypto. Aujourd'hui, si vous développez une application crypto, vous aurez beaucoup de mal à être sur l'Apple Store. On rappelle Uniswap et OneInch qui ont eu pas mal de soucis de ce côté-là parce qu'ils voulaient sortir un wallet. On rappelle les histoires où Apple veut imposer à toutes les transactions NFT de prendre 30% de frais, ce qui est un petit peu choquant quand même, mais c'est la politique d'Apple, c'est que si vous faites un truc et vous vendez quelque chose dans l'écosystème Apple, Apple prend 30% de marge. Et donc, ça n'a aucun sens que Apple cache. Et en plus, c'est caché. Donc, si c'était Apple qui le faisait, ce serait pas caché. Ce serait une feature assumée et mise en avant dans tous les appareils depuis une mise à jour, le white paper de Bitcoin. Donc, très malheureusement, je pense qu'une autre mise à jour va arriver dans pas longtemps pour faire disparaître ça. Et un ingénieur va malheureusement se faire engueuler au mieux. Ouais, j'ai trouvé ça assez surprenant. Enfin, je m'y attendais pas, tu vois. Et c'est vrai que il s'en passe toujours des bonnes, hein.
Il y a pas mal de Donc gens qui ont profitez-en, hein, si vous avez un Mac, hein, faites la mise à jour et profitez-en, c'est historique, hein, ça durera pas longtemps. ouais, il y a pas mal de gens qui ont dû y voir un signe en se disant, «Ça y est, les planètes s'alignent, Apple va parler du bitcoin», mais c'est sûr que ça paraît un peu, voilà, bizarre. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour pour ce matin, hein. Écoute, c'était, une bonne petite émission. Il y aura le replay qui sera disponible ici sur, Twitch immédiatement. Je vais probablement monter la vidéo, vous mettre le lien du Twitter directement et tout ça sur YouTube. Comme ça, il y en avait plein qui demandaient dans le chat tout à l'heure, qui écoutent en podcast et qui pourront retrouver, les bouquins potentiellement. Et en attendant, ben, on va voir comment on va se clôturer cette première semaine d'avril. Ça se passe plutôt pas mal, hein, pour l'instant, malgré tout. Et dans cette attente de voir si Bitcoin arrive à franchir les 28-30 pour se diriger à 35, et si Ether, sur les 6 jours qui viennent et cette mise à jour Shanghai va nous donner enfin un peu plus de plaisir et de et de voilà de os, je sais pas comment on pourrait le nommer, parce que ça fait quelque temps que là aussi ça mijote et on était dans cet attentisme. On sent un marché qui, comme tu l'as dit depuis 2 ans, hein, depuis avant le merge et tout ça, a toujours désormais mis des garde-fous et était dans l'attente que Ethereum délivre pour pouvoir ensuite pousser au palier supplémentaire. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Très clairement. Et merci d'avoir écouté ou regardé cette émission crypto-littéraire. Et on vous retrouve pour la prochaine fois, bien sûr, le lundi soir pour le format normal et sur YouTube dans pas longtemps. Yes, il y avait Jérém qui demandait pour Walcho, il y aura une mention sponsorisée pour Walcho lundi prochain. Le code normalement est déjà actif, mais ça sera que la déclaration à partir de la mi-avril. C'est CM10 tout attaché en majuscule sur Walcho pour avoir moins de 10% de réduc, mais je vous ferai le petit update d'ici justement 4-5 jours sur YouTube. Vous aurez le lien directement comme d'hab pour ceux qui sont intéressés. On vous souhaite une excellente journée. Merci à tous d'avoir été là. Merci Marc d'avoir partagé ce moment de littérature intensive. Et je vous dis à demain, peut-être maximum samedi du côté de YouTube. Et profitez bien, continuez d'être prudents, mais on est malgré tout dans les prémices de ces opportunités pré-bull run qui souvent ne durent pas super longtemps. C'est des échelles de temps où sur 6 mois, 1 an, on a cette fenêtre de tir pour profiter de ce que nous a offert aussi un marché baissier, et par la suite, voilà, en espérant que entre mi-2024 à mi-2025, les choses s'alignent un peu plus positivement pour les marchés. Très bonne journée à tous et à plus tard. Ciao, ciao.